Donc bonjour à tous. On va voir si on arrive à finir le documentaire. Pendant la guerre, pour de nombreux civils, l'usine est devenue plus qu'un simple lieu de travail. C'est devenu un véritable lieu de vie. C'est là qu'ils avaient de la nourriture, qu'ils trouvaient de la compagnie et souvent qu'ils dormaient. Et cela les séparait vraiment des autres civils, qui étaient très durement touchés par l'effondrement de l'approvisionnement en nourriture et la pénurie de biens de consommation. C'est vrai qu'à l'époque, l'usine est devenue l'axe central de l'existence des travailleurs soviétiques. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à manger et on leur disait tous allez travailler en usine. Voilà, c'était le mot d'ordre pour que les gens arrivent à survivre pendant cette période-là. Avec le recul, on voit que l'année 1942, pour l'économie soviétique, est la période de tous les dangers. L'armée bat en retraite, le capital diminue à cause de l'invasion, mais aussi parce qu'il n'est pas remplacé, et que même sur les territoires sous contrôle soviétique, il n'y a plus aucun investissement net. Certaines usines sont construites et reconstruites, mais pas assez vite pour compenser la diminution des stocks. Et les gens meurent de faim. Une fois encore, la population diminue à cause de l'invasion et de la famine. Si on additionne tout cela, on comprend que l'économie soviétique était vraiment au bord de l'effondrement. Alors voilà. Alors la question devient, comment cet effondrement a-t-il été évité ? C'est pas l'économie soviétique qui s'est effondrée, voilà, s'il vous plaît. C'est que il y avait une guerre, il y avait par une mauvaise alliance traitée au départ, dont l'accord n'avait pas été réellement spécifié de la population visée au départ entre Hitler et Staline, sachant que Hitler, au travers aussi d'Himmler, avait une vision particulièrement, comme je l'ai dit, fasciste et raciste, alors que Staline avait plutôt une vision, on va dire, d'anéantissement, de personnalité qui était connue comme défenseur des privilèges au détriment du plus grand nombre. En réalité, c'était ça. Et de fait, ce qui s'est passé, c'est que donc de fait qu'il a pu rendre public et demander compte d'une pénalité envers la Russie du fait d'un engagement dans une guerre, donc normalement comme allié à l'Allemagne, quelqu'un qui s'engage au départ et qui démarre une guerre comme allié et qui fait volte-face au regard de ce qui est réellement en train de se tramer au travers de cet allié avec qui on s'est engagé et qui ne veut plus être son allié, qui veut reprendre une place d'ennemi. En réalité, l'Europe, la future Europe, mais elle était déjà en train de se construire, ça faisait au moins un siècle, a profité aussi du fait de cette erreur de jugement naïf de la part de la Russie, en réalité qui quand même comptait sur une espèce de forme quand même de bienveillance, notamment de la France historique entre les deux pays, puisqu'ils avaient parce qu'ils avaient quand même la Russie accueilli de nombreuses fois ce qu'on appelle des réfugiés politiques français, alors que ce soit au niveau de tous les siècles. Ça a commencé peut-être déjà 15e, 16e, 17e, 18e, n'en parlons pas. Donc voilà, la Russie, elle s'est toujours positionnée dans la droite lignée d'une, malgré effectivement une vision, on va dire monarchique, mais en fait tsariste, mais enfin, c'est-à-dire c'était le même principe, c'était juste une nomination qui était différenciée aussi et peut-être d'un système peut-être légèrement différent sur les seigneuries, les nobles et le système féodal, mais en réalité
ce qui se passe, c'est plus que donc par naïveté, ils se sont dit que les Français allaient les prévenir si la personne était d'une mauvaise alliance, parce que les Français étaient quand même présents, vous savez, dans ce type de réunion-là, dans le choix de faire une guerre, de stratégie, etc. Ça se fait en amont, au sein de cabinets, de conseils et de réunions d'ordre des États vraiment imminentes, hein, voilà. Et donc il y a tout le monde qui se retrouve autour d'une table, comme ces fameux dessins qu'on a vus souvent en histoire, avec des gens opulents qui se partagent le camembert avant que les actes soient menés, que les campagnes soient lancées. Donc voilà. Donc les Français étaient présents, l'ambassadeur aussi de la France, et ils n'ont absolument pas parlé aux Russes. Ils ne se sont pas rapprochés d'eux. Donc les Russes, ils ont un peu marché, parce que d'habitude ils étaient plutôt conseillés par les Français en général, parce qu'ils n'étaient pas toujours au fait de ce qui se passait en Europe, sur tous les conflits et sur toutes les stratégies de chaque pays. Et généralement, c'est vrai qu'ils comptaient sur les informations françaises, hein, voilà, les conseils et les informations français. Et que de fait, moi j'avais, en discutant avec Staline, il m'avait confirmé que effectivement la France était restée plutôt en retrait par rapport à d'habitude, que cela l'avait un peu interpellé, et qu'il avait laissé se mettre en alliance avec l'Allemagne alors que ils avaient été toujours leurs alliés à la France, et que cela l'avait interrogé, et que il y avait peut-être eu une parole qui avait été dite en disant peut-être que ça c'est mieux comme ça pour l'instant, voilà. Ce qu'il avait trouvé étrange, parce que la France se positionnait, elle, comme ennemie, et que lui, on lui demandait d'être allié. Donc là, il s'est dit, bon, on me demande d'être allié, l'autre est ennemi, est-ce qu'il va pas y avoir une inversion des rôles, c'est-à-dire on fait passer l'ami il va s'avérer être l'ennemi, et puis on fait passer, vous savez, l'ami pour l'ennemi. Donc stratégiquement, c'était une nouveauté aussi, parce que c'était pas clair. Mais voilà, il y avait peut-être, Staline, moi, de ce qu'il m'a dit, je me suis dit que la duplicité était mise en jeu, et que donc on devait jouer ce rôle-là de manière un petit peu officieuse, voyez, et donc c'était pas nommé, et donc il s'était expliqué, et il s'était mentalement rassuré en disant effectivement peut-être que la France a gardé cette distance-là par rapport à cette volonté de mettre en place ce jeu-là. Donc lui s'en était inquiété auprès de Dieu quand même, en disant ça a jamais été fait, la duplicité comme ça de cette manière-là, sachant que tout le monde avait pris des positions comme d'habitude claires, annoncées, et que quand même je lui avais conseillé de vérifier auprès de Dieu si il avait été question de lancer ce jeu-là. Et donc après, ça avait mis un certain temps d'accéder effectivement à la demande, d'en informer Dieu, et que c'est de fait pour cette raison aussi qu'il s'était présenté dans ce territoire, puisque c'était un des grands rendez-vous dont on s'était donné, mais dont je me souvenais plus, et que c'était Philippe qui m'en avait fait le rappel. Et il m'avait dit, encore une fois, il y a cette religion que tu portes qu'il va falloir représenter et défendre à un moment donné. Et donc le fait dans le film où on voit les gens manger sans se plaindre, c'est parce que c'était un moyen de faire passer une règle d'islam, en disant que la bienséance, sachant que tout le monde va pas bien et que le pays est mis à mal, on n'a pas le droit de se plaindre quand c'est comme ça, on mange ce qu'il y a, et on est déjà mieux loti que dans beaucoup d'autres situations, comme il vient de le dire, c'est-à-dire que les autres civils qui ne travaillaient pas en usine étaient encore moins bien lotis que nous, et de fait, se prenant en réalité des pénalités monstrueuses qu'il fallait régler, qu'il fallait payer pour
quand même avoir une marge de manœuvre importante pour quand même faire survivre le pays, déplacer les usines et de ne pas être assailli de bombardements et donc être affaibli, parce que quand on est assailli par les attaques, on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire en réalité à part se défendre et survivre. Quand on arrive à ce genre d'extrémité-là de situation qui en plus, ce qui se joue aussi dans les guerres, c'est qu'effectivement il y a des journée de repos, donc c'est-à-dire on fait reprendre des forces, parce que une avancée, si vous voulez, qui se fait constamment, une agression qui se fait, une offensive qui se fait constamment, c'est-à-dire on a une volonté de détruire complètement. On n'est pas dans un jeu de guerre régulé par une règle de justice divine. Et en réalité, là aussi où les pays, par exemple du Moyen-Orient, qui se plaignent, c'est que les règles de guerre ne sont pas respectées non plus chez eux, d'où l'urgence. Et pour eux, les moyens qui ont été utilisés, comme effectivement le djihadisme ou les bombes ou les choses, c'est parce qu'à un moment donné, il a fallu interpeller aussi Dieu sur des questions pour que des choses s'arrêtent, parce que ce qui était fait, cela ne dépendait pas des règles de guerre émises par Dieu. Voilà la réalité! Donc, la France a trahi ses relations diplomatiques depuis très longtemps avec la Russie. Et qu'ils ont participé à l'affaiblir au travers de cette trahison pour le putain de jeu qu'ils voulaient voler Clément pour avoir le rôle de Méphistophélès contre Dieu. Voilà. Donc, ils ont affaibli le pays par les dettes de pénalité sur un jeu traître lors de rendez-vous diplomatiques avant la déclaration de la guerre. Ils ont usé de propagande en mettant à mal la réputation de la Russie envers son propre peuple. Et donc a fait douter le peuple envers ses gouvernants, ce qui a provoqué une forte instabilité dans le pays, une forte immigration et de nombreux décès sans avoir à organiser de génocide ni de camp. Puisque nous, on se défendait sans verser le sang, ils nous ont agressés et fait tuer sans verser le sang. Donc on va relire un petit peu et remettre en arrière et voir ce que dit ce monsieur, voyez? On reprend. Civil, l'usine est devenue plus qu'un simple lieu de travail. C'est devenu un véritable lieu de vie. C'est là qu'ils avaient de la nourriture, qu'ils trouvaient de la compagnie et souvent qu'ils dormaient. Et cela les séparait vraiment des autres civils, qui étaient très durement touchés par l'effondrement de l'approvisionnement en nourriture et la pénurie de biens de consommation. Parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle, plus qu'un boycott, il y a le boycott du pays, mais ce dont a souffert, excusez-moi, la Palestine et Gaza, ce qu'on appelle un putain de blocus, d'accord? Et que ça fait partie des plus grandes stratégies de guerre, ce qu'on appelle un siège, c'est un siège. Alors qu'on nous explique pas qu'un blocus ne fait pas partie d'une guerre. C'est un siège. C'est le principe du siège. On se met devant et on fait en sorte que les pénuries et que les gens, dans par exemple l'enceinte du château qu'on doit agresser, meurent de faim parce qu'on empêche les denrées alimentaires d'arriver.
Donc il y en a un à Gaza, il y en a un en Algérie, et il y en a un en Russie. Et peut-être au Japon aussi. Allez-y, sortez, montrez-vous. Et courez. De l'existence des travailleurs soviétiques. Et il y en a en Afrique du Sud apparemment aussi. Voilà, ma foi. Passez-moi les infos. Avec le recul, on voit que l'année 1942, pour l'économie soviétique, est la période de tous les dangers. L'armée bat en retraite, le capital diminue à cause de l'invasion, mais aussi parce qu'il n'est pas remplacé, et que même sur les territoires sous contrôle soviétique... Il n'est pas remplacé parce qu'effectivement, il y avait des pressions envers les industriels pour pas qu'ils investissent en Russie, alors que c'était le nouvel Eldorado! La Comte de Voras! Comme investissement net. Certaines usines sont construites et reconstruites, mais pas assez vite pour compenser la diminution des stocks. Et les gens meurent de faim. Une fois encore, la population diminue à cause de l'invasion et de la famine. Si on additionne tout cela, on comprend que l'économie soviétique était vraiment au bord de l'effondrement. Alors la question devient, comment cet effondrement a-t-il été évité? Et là, je pense qu'il faut s'éloigner des chiffres bruts et des logiques de production. Il faut chercher du côté des motivations. Après tout, l'économie soviétique et l'économie allemande se valaient à peu près, surtout sur le plan industriel. Deux grandes forces militaires se font face. Qu'est-ce qui fait la différence? À ce moment-là, ça devient une question de facteurs psychologiques et moraux et de sentiments. Alors sur ce, petite précision, monsieur l'Atlante! Les émotions, elles ne s'étudient pas comme on étudie des putains de cellules! Donc on arrête aussi les manipulations psychologiques. C'est clair? Une des énigmes de l'économie de guerre est comment le peuple a-t-il supporté cela? Les soviétiques ont supporté des conditions que personne en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis n'aurait pu endurer. Une des habiletés... Oui, il y a beaucoup de musulmans réfugiés en plus en Russie, tu vois, quand les autres ils les font chier jusqu'à la moelle. Pendant la guerre, de lâcher du lest et de permettre à un certain nombre d'initiatives locales de voir le jour. Par exemple, pour l'économie kolkhosienne, ce sont plusieurs millions d'hectares de terre. Donc l'économie kolkhosienne, c'est l'exemple, ce sur quoi ils se sont calés après les Juifs pour faire comment ça s'appelle, leur système quand ils sont revenus en terre de Judée. Voilà. Hein? Qu'ils ont essayé de montrer l'exemple au monde entier, qu'on pouvait vivre et que les hippies allaient là-bas, gna gna, partage des terres, c'était chez nous! Voilà, c'était l'économie caucasienne du Caucase! Oh! En augmentant la part de leur lopin, et on sait également que s'est développé un marché parallèle. Donc ils avaient droit à leur lopin de terre individuel. Une part plus importante de l'approvisionnement, par exemple, des petites villes. On reprend ce qu'il dit. Voilà. Allez, on reprend. Et en augmentant l'activité locale de voir le jour.
Par exemple, pour l'économie kolkhozienne, ce sont plusieurs millions d'hectares de terre que les kolkhoziens se sont réappropriés en augmentant la part de leur lopin. Et on sait également que s'est développé un marché parallèle, un marché noir, qui a permis, disons, d'assurer une part plus importante de l'approvisionnement, par exemple, des petites villes. Voilà! Le marché noir! Qui est toujours dénoncé, qu'on en parle, le marché noir, le marché noir! Alors déjà, on va garder les liquidités! Parce que les gens qui veulent payer que par carte, ça va 5 minutes! On veut du liquide! Et ensuite, comme le reste, la mafia ou le marché noir qui permettent de faire survivre des populations innocentes qui veulent juste faire leur vie tranquille, qui n'ont pas envie d'être utilisées pour faire gagner de l'argent à certains pour avoir le droit de vivre. Est-ce que c'est clair ? C'est dur! Est-ce que c'est dur d'accepter ce droit-là à tout le monde? Et à qui c'est dur d'accepter ce droit à d'autres? Parce que là, je veux les avoir en face! Dans les campagnes, les paysans se prennent à rêver d'un retour à l'exploitation individuelle des terres. Alors voilà, il y avait toujours les putains de chieurs, tu vois, que tu trouves un système où ça marche pour le collectif, et ça marche pour l'individuel, comme le truc kolkhazien ou caucasien, merde, la con de vos races. Déjà, je râlais à l'époque. Pourquoi kolkhazien, caucasien? Oh! Donc, il y avait des gens qui allaient se plaindre du système caucasien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes infiltrées chez nous qui les payaient ou qui leur promettaient plus de richesse s'ils venaient critiquer le système en se plaignant que le système caucasien ne leur laissait pas assez de parts pour se nourrir et qu'ils avaient eux aussi envie de s'enrichir plus que les autres. Pourquoi les laisser en conditions similaires aux autres, c'est-à-dire avoir assez pour subvenir à ses besoins? Non, ils voulaient plus. Voilà, ils ont expliqué qu'ils aimaient aussi ce système-là où d'autres ont plus que d'autres, au détriment peut-être de la sécurité, de la survie de tous, dans une dignité équilibrée. Voilà. Et que parfois ça venait même mettre la pression au sein des usines pour trouver des gens pour critiquer le système. Et Hamdoulillah que j'ai été là. On me fait chier aussi pour ça, tu vois. Les mariages religieux sont de nouveau autorisés. Staline s'appuie sur l'Église orthodoxe pour ravir. Ça, c'était un travail que j'avais fait effectivement avec Staline pour lui expliquer que le problème, parce que lui, il disait putain, on a un problème avec les religieux, donc il s'en prenait aux religieux. Moi, j'avais dit une discussion avec lui pour le rassurer en disant, ce sont les gens qui font de la religion un truc bizarre, mais la religion elle est saine. Et lui, ce qui le choquait, c'est que on n'ait pas le droit de se marier, et donc j'avais dit, mais j'ai dit, mais normalement, ça doit pouvoir se marier. Il n'y a pas d'interdiction à la base de se marier pour les putains de prêtres. Donc, dans la religion orthodoxe, ils peuvent se marier. Je sais pas quoi faire de vous. Putain. C'est ça. C'est-à-dire que vous
êtes pas mongolien, c'est que vous aimez le vice et faire mal. Hein, et manipuler les gens pour faire du caca en boîte. La con de sa race. Pour les artistes, comme la poétesse Anna Akhmatova, voilà, tronche. le compositeur Dimitri Shostakovich, Et l'autre con, là. la censure se relâche. Trauberg et Kozintsev, les réalisateurs... Eh ben oui, parce que alors ça c'était énorme. C'est énorme, c'est ces deux PD de service, vous voyez, qui avaient le droit d'écrire alors que la censure, elle faisait rage et que c'était eux qui faisaient chier dans la censure, vous voyez. Donc moi j'ai dit à un moment donné, on va enlever la loi de la censure et on va se les faire lever, ceux-là, parce qu'ils nous avaient gonflés en vérité. Alors on va reprendre. Alors ça, c'est le vice pousser à son extrême avec cette histoire de poète de merde. C'est-à-dire que t'as des gens, ils vont faire en sorte que dans le pays, il y ait une putain de censure pour qu'on écoute que, tu vois. Pour qu'on ait que, qu'ils soient écoutés dans les putains de salons, tu vois. À un moment donné, j'ai dit, oh, vous êtes pas russes, d'accord? Il y a des gens, ils ont des putains de capacités en Russie d'écrivains et en poésie, ils étaient censurés, ceux-là. Elle est là, l'histoire! Donc moi, je trouve ça bien bizarre que des gens qui viennent du peuple et de leur pays mettent à mal la censure, le journalisme, alors qu'ils veulent le bien pour leur peuple et que peut-être ce sont des directives étrangères, de manière à affaiblir leur puissance et faire douter le peuple pour qu'il se retourne contre lui. Comme on l'a fait au cours de la Révolution française, car en réalité, Louis XVI et Marie-Antoinette n'étaient pas le problème de la France. C'était ceux qui étaient autour, qui ont mangé à la table du roi, comme les ordres francs-maçons qui commençaient réellement à se développer, d'autres ordres étrangers au milieu, et tout simplement les bourgeois qui voulaient s'enrichir à coups d'achat de titres de noblesse, puisque certains commençaient à mourir ou à se transformer en putain de morts-vivants. Est-ce que vous l'entendez, celle-là? Et que ce n'est pas la demande du roi si on a vendu du blé à l'étranger au détriment du peuple français. C'était une demande des commerçants, des putains de grands commerçants qui ont commencé à graisser la patte à des gens qui avaient des titres de noblesse et qui ont fait en sorte de convaincre le roi et des gens de sa cour pour œuvrer dans ce sens, pour qu'il y ait plus de libéralisme. Parce que le blé à l'époque, il était centralisé sous la politique royale et en protection du roi comme sa charge alimentaire de base pour son peuple, comme lui avait indiqué Dieu. Parce qu'il fallait au moins qu'ils aient du pain et de l'eau. Et qu'on n'en avait même plus. Parce que les légumes, c'était plus facile à avoir que du pain. Et la viande aussi. Comme la poétesse Anna Akhmatova et le compositeur Dimitri Shostakovich, la censure se relâche. Voilà, la censure se relâche. Flottaison, quoi. Flottons. Hein, flottons sur la réalité historique parce que nous, on les aime bien. Ils sont lus dans les salons, vous voyez. Donc, on peut pas les toucher parce qu'ils sont lus dans les salons. On va vous toucher! Du film Les gens ordinaires peuvent écrire leur scénario porté par ce souffle provisoire de liberté individuelle. Каждый царь делает свои, и каждый рабочий делает только деталь.
Voilà, l'allemande qui vient expliquer aux gens la solution et la manière de vivre parce qu'on est des cons, voyez, la blonde blanche aux yeux gna-gna. Voilà, on met une espèce d'autochtone amérindienne, aztèque ou je sais pas quoi, pour expliquer qu'on est au temps de la colonie. Voilà vos races. Des centres de pouvoir a permis aux cinéastes, mais aussi aux écrivains en général, au monde de la culture et de la production, on va dire, médiatique, ça leur a permis de trouver, si ce n'est des failles, du moins des espaces dans lesquels ils pouvaient exprimer, non pas des contre-récits, mais en tous les cas, des façons différentes de voir le récit officiel. L'historien Mikhail Gertler, même un des grands historiens russes de l'époque de la perestroïka, a même mis en avant cette idée d'une sorte de déstalinisation spontanée des esprits, centré sur l'idée que les combattants, mais aussi ceux de l'arrière, ont pris conscience au fond de leur propre responsabilité et de leur propre rôle dans l'avenir au fond du pays. Eh ouais, Marion et Clément, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En février 1943, à Stalingrad... Ah ben c'est sûr que pour la mentalité de la terre, de l'angle, parce que je peux pas parler du Royaume-Uni, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas la mentalité de la putain de terre, de l'angle, Ah, ils sont bons pour ça, Y a pas un problème. Alexander Werth témoigne. Au fond des tranchées, il y avait des Allemands verts, gelés, et des Russes gris, gelés, et des fragments de formes humaines. Et il y avait des casques. Eh ben vert, ça veut dire moisi. Parmi les débris. Moisi. Il était difficile d'imaginer comment quelqu'un aurait pu survivre. Les troupes soviétiques entament la reconquête vers l'ouest des territoires perdus. L'un des problèmes quand on mène une guerre totale à grande échelle, et la Seconde Guerre mondiale a mobilisé des millions et des millions de personnes, est de s'assurer que les troupes sont approvisionnées, qu'elles ont suffisamment de nourriture, d'armes, de munitions, d'explosifs. Et il arrivait que les tours de réapprovisionnement soient défaillants. Nourrir les armées et s'assurer qu'elles continueraient à se battre. La logistique était au cœur de tout cela. Stalingrad offre un exemple particulier en matière de logistique. Pour les Allemands, il était de plus en plus difficile à mesure que la météo se dégradait d'acheminer les marchandises depuis l'Allemagne jusqu'au front. Les Soviétiques ont fait en sorte que leur chemin de fer aille jusqu'à Stalingrad. À la fin, ils envoyaient 50% de trains et de ravitaillement de plus que les Allemands. À partir de Stalingrad, l'URSS domine sur le plan industriel et sur le plan militaire. Elle aligne 2 fois plus d'hommes, 4 fois plus de canons et 6 fois plus de chars que le Reich. Ce retournement de situation, elle le doit au sacrifice de ses soldats. Oui, parce que là, l'histoire, à un moment donné, il a fallu aussi, vous voyez, que contractuellement, pour sauver un peu la situation russe qui était inextricable, j'aille me taper, si je me trompe pas, Hiroshima. Voilà, donc elle va faire ça, et puis alors, on aura un petit peu droit à ça. Vous me cassez les couilles. Dès novembre 1941, Washington promet à Moscou de lui fournir une aide gratuite. Oh, ben je sais plus, c'était quand c'est quoi? Ben c'était entre... c'est pas 43, non? L'océan Arctique et Arkhangelsk empruntent une route sud par l'Iran et la mer Caspienne, ou transitent à l'est par Vladivostok. Je sais plus.
Le pré-bail est le nom de ce programme d'aide qui se prolonge jusqu'à la fin de la guerre. Le pré-bail est venu accroître les ressources disponibles d'environ 5% en 1942, de 10% en 1943-1944. Je ne sais pas si ces chiffres paraissent importants ou faibles. Et il me semble assez important si on considère que c'est un ajout aux ressources nationales qui arrivent de l'extérieur du pays. Et aussi, alors que l'économie touchait à son point de rupture, le pré-bail a redonné des marges de manœuvre. En bref, le volume de l'aide des Alliés a permis de réduire la pression sur l'effort de... C'est moi, le pré-bail. Hein, c'était pour moi. Voilà. Donc maintenant, vous payez! L'aide américaine complète le matériel militaire de l'armée rouge. Les célèbres lance-roquettes Katyusha, les orgues de Staline, sont souvent montés sur des camions américains Studebaker. Aux chars et aux avions livrés en 1942, succèdent en 1943 des camions, des jeeps, du carburant, des vêtements, des machines, des denrées alimentaires concentrées et transformées. Au front, on n'aurait pas tenu sans le cornet de bif, qui était d'ailleurs du porc, la tushonka de porc, dans des boîtes américaines avec des étiquettes en cyrillique. Et à un certain moment, le nombre de ces boîtes est en telle quantité que les soldats sont même en mesure de nourrir l'arrière. On ne fait pas la guerre avec de l'argent, on fait la guerre avec des ressources. Celles de l'Union soviétique venaient des usines de guerre, des fermes qui fournissaient le pain, du pré-bail qui fournissait des rations aux armées. Les soldats, eux, sortaient des usines et des ateliers, enfilaient un uniforme et partaient au combat. Mais tous ces éléments avaient une contrepartie monétaire qui devait être contrôlée pour empêcher l'économie de s'effondrer. Une partie des fonds qui ont financé la guerre provenaient des taxes habituelles prélevées en temps de paix. Mais en temps de guerre, l'activité économique civile étant plus faible, moins de taxes étaient perçues. L'Union soviétique a aussi emprunté de l'argent à sa population. On parlait d'emprunt, mais en vérité, c'était un impôt comme un autre. À la fin de la semaine, au moment de recevoir son salaire, le travailleur soviétique s'entendait dire « Nous gardons cette partie de votre salaire, c'est votre souscription à l'emprunt de guerre. Félicitations, vous avez contracté un emprunt de guerre. » Alors là, la question, elle se pose effectivement pour la question des impôts, puisque de fait, comme la situation française dépendait aussi de la mienne et de ce putain de passage, voyez, historique, hein, et international, et qu'il est quand même intéressant de noter que nous avons une dette monstrueuse du fait de ce passage qui a été continuellement retardé. D'accord? Et que des banques, en plus d'avoir eu le droit d'être privatisées, ont réussi malgré moi à faire en sorte que des pays, nations, ne puissent plus avoir le droit de battre leur monnaie, et donc en orchestrant une prise d'otage de plusieurs pays avec les populations comprises, de manière à ce que l'enrichissement ne soit plus que possible que par le privé. Et une forme de libéralisme démesuré, outrancier,
en mettant à mal les biens qui devaient être inaliénables aux ordres publics et donc de droit divin. De fait, pour Dieu, il est donc levé ce droit aux banques privées de dépasser le droit de la banque publique, qu'elle soit nationale ou internationale. Il est donc évidemment autorisé à tout pays de rebattre leur propre monnaie en suivant les procédures qui avaient été déjà installées à l'époque à partir de l'âge où on a commencé à battre les monnaies, qui avaient été donc validées et prescrites par Dieu. De fait, puisque les impôts d'un montant outrancier qui ne doivent pas effectivement dépasser 30% du revenu du chiffre d'affaires mensuel. De fait, cela doit être calculé selon le chiffre d'affaires journalier émis par l'entreprise. Et donc plus le chiffre d'affaires est fort du tarif journalier de la société, plus on a le droit d'augmenter le pourcentage d'impôt. Et pour les seuils, rendez-vous sur mon compte Giorgio. Enfin, sur son compte. Voilà. Donc, bon, c'est déjà pas mal. En 1943, les ressources sont bien là. L'économie de guerre de l'URSS atteint son apogée. À Koursk en juillet, puis à Kharkov en août 1943, l'armée rouge est en mesure de créer des concentrations gigantesques de chars et de remporter la victoire. Les généraux soviétiques peuvent maintenant lancer de vastes opérations combinées où interviennent blindés, artillerie et aviation. L'afflux de canons et d'obus permet à l'artillerie de briser les défenses, d'anéantir les points de résistance et de soutenir les troupes au sol. Les victoires de l'armée rouge sont très coûteuses en vie humaine et en matériel.
Le matériel reste simple, il se répare et se reconditionne facilement et rapidement. Танки ремонтируются недалеко от поля боя. Сварщик красноармеец Тотик лучший ремонтник. 15 дней этот танк сражался на переднем крае. За эти дни экипаж его уничтожил 2 «Тигра», 1 средний танк и до 300 вражеских солдат и офицеров. Oh ben ça, effectivement, les industriels qui venaient aussi essayer de capter des modèles de fabrication pour privatiser aussi des entreprises d'armement. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, les entreprises, elles ont le droit de dire non. Les pays, ils ont le droit de dire non. Hein, voilà. Si ça doit faire une guerre pour ça, moi, j'en ai plus rien à foutre, hein. Efficace et qui faisait ce qu'on attendait d'eux. Le T-34 est un char robuste, rudimentaire, agile et fortement blindé. Son moteur a une fiabilité limitée qui convient à la durée de vie d'un tank en opération. Dans un système de production de masse, le secret est d'avoir un petit nombre de modèles standards, et non pas 10 avions, 15 chars d'assaut différents. En 1943-44, les Allemands avaient 40 ou 50 modèles d'avions. L'Union soviétique, elle, s'est concentrée sur une gamme de 3 ou 4 avions, qu'elle a produits en très grande quantité. Et ce sont ces gros volumes qui vous permettent d'organiser votre usine pour simplifier les processus de fabrication, comme l'ont fait les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Стапеляк собираем и получаем каркас фюзеляжа, который обшиваем и ставим на центроплан. Потом стыкуем крылья, вставляем стабилизатор и полетел. Нет, не полетел. Мотора не хватает. Kharkov, Mariupol, Smolensk, Kiev. À la fin de l'année 1943, les soviétiques ont repris les 2/3 des territoires perdus. La reprise de Kiev, c'est novembre 1943. Donc ça veut dire que la moitié de l'Ukraine est déjà reprise, qu'on peut recommencer à reconstruire. La priorité du régime, c'est la réindustrialisation, la resoviétisation des républiques qui ont été reconquises, à la fois d'un point de vue symbolique et en même temps parce que ce sont historiquement les républiques, notamment l'Ukraine, la Biélorussie et les Pays-Baltes, les plus industrialisées du pays. Se pose la question, par exemple, à Kharkov ou à Kiev, doit-on réévacuer les usines Attendez, juste on va mettre une petite pause là-dessus, parce que quand même, hein, on l'a vu, qu'il a été noté, avéré par plusieurs historiens, que c'est pas qu'une question de capacité industrielle de ces territoires-là, c'est en réalité aussi on va dire un moyen de se protéger, parce que la Russie, elle était en train de reprendre un peu des forces, hein, et que de fait quand même l'Ukraine avait été envahie par les nazis et les Slaves s'étaient fait génocider beaucoup plus que les Juifs, hein, on l'a vu sur un de mes posts l'année dernière au moins, d'accord, et que ça avait dépassé le nombre de 6 millions déclarés pour les Juifs. Je sais plus à combien on était, il faut reprendre Wikipédia, mes amis. Hein? Voilà. Donc il y avait encore plus de millions de morts de Slaves. Parce que les Slaves sont pratiquement plus en danger que le reste. Voyez? Parce que c'est compliqué de négocier avec des Slaves. Et que des gens avec qui on a du mal à trouver des compromis de pute, ça fait chier! Profiter
Ah oui, notamment aussi parce que les femmes slaves ne sont pas les mêmes que les femmes norvégiennes, ni suédoises, ni danoises, et que mesdames, ça les fait chier, et qu'elles ont fait chier leur mari à cause de ça, parce qu'elles plaisaient les slaves à leur mari. Merde! Histoire de cul au milieu en plus, tu vois? Mais vous aviez pas qu'à pactiser avec les putains de sirènes. Sale pute, va. Et pour livrer à ces républiques qui sont dans le besoin le meilleur de la construction mécanique soviétique. Et c'est ce choix-là qui est fait. Certaines usines restent sur place, en Sibérie, au Kazakhstan, dans l'Oural. Des zones où il y a quand même pas grand monde, et qu'est-ce qu'ils font comme choix? De laisser les usines pour que les gens aient un putain de gagne-pain assuré! Quand la moisson, ou quand la pluie elle peut pas tomber correctement, etc. Parce qu'en plus, on réalisait que certains s'amusaient à maîtriser le climat, voyez, histoire de faire la pluie et le beau temps de tous les pays, histoire de bien les mettre sous l'eau quand ils vont pas dans leur direction! Mais elles vont contribuer à l'essor économique de ces républiques soviétiques, éloignées de la Grande Russie, un peu à la marge de l'Empire. Les ouvriers et leurs familles prennent, eux, le chemin du retour vers leur région d'origine. Lorsque la victoire a été enfin en vue, un grand nombre de citoyens soviétiques qui avaient volontairement travaillé et combattu pour gagner cette guerre pensaient qu'ils seraient récompensés de leurs efforts, d'une manière ou d'une autre. Ils pensaient que le système se détendrait, que le communisme serait moins brutal, que l'avenir serait meilleur, avec plus de biens de consommation. Bref, qu'ils seraient mieux traités par le régime. Mais ils se sont trompés. Staline reprend en main la société. C'est la fin des espoirs de liberté. Le régime renoue avec sa brutalité. Alors de toute façon, excusez-moi, on met pause sur cette affiche parce qu'on va l'analyser ensemble. Voilà, donc on a un Staline qui avait juste prêté allégeance au nazisme, hein, et qui s'était retrouvé coincé lors d'une soirée d'un rendez-vous, normalement de conseil, pour finaliser, il me semble, un traité de paix, et qu'en réalité, potentiellement, ouais, ce peut-être traité a été effectivement finalisé, mais qu'on lui a fait quand même faire une petite soirée rituelle, hein, histoire de bien embrasser la cause nazie, tu vois. Voilà, donc rituel ésotérique, et de manière à insuffler la volonté ou à faciliter que des forces maléfiques, démoniaques ou sorcières, hein, puissent à un moment donné influencer l'opinion, la vie et la direction de l'esprit d'un gouvernant, d'accord, de manière à ce qu'il soit un tortionnaire parce que ça leur plaît de voir les gens malheureux torturés, ce qui n'est pas mon cas, malgré que j'ai été moi-même un tortionnaire d'urgence, en situation d'urgence, voyez? Voilà. Et pour une cause, excusez-moi, juste, hein? Parce que mettre fin, hein, des têtes de réseau qui font du trafic d'organes, du trafic de lait maternel, qui mettent des enfants dans la nourriture de la soupe populaire, quand les gosses leur font chier, hein, qu'ils ont l'impression que l'enfant il sert à rien, ah ben on va le bazarder parce que ça fait une bouche de moins à nourrir. Voilà la mentalité de Whitechapel au 19e siècle. Alors que ça s'enrichissait. C'était même pas vrai. C'est juste que tout le monde était devenu radin. Alors après, ça se pavane pour aller voir l'avare,
ou le Tartuffe. On en a marre! Donc, voilà, on a en fait toujours un Lénine qui est pas mort, qui a quand même réussi à instrumentaliser tout le monde par-dessous, hein, en allant s'allier avec les Allemands, cet enculé. Voilà, et là on a, les putains de brebis de service, tu vois, qui sont obligés de faire le boulot et de suivre le mouvement. Et que là, en réalité, on voit quoi? Quelqu'un du même côté, mais que, voyez, cette personne est en train de trahir par derrière. On le voit pas bien, mais en fait, l'homme se tourne. Il est bloqué. Dans la boue, d'ailleurs, non? C'était quoi? Et que l'autre, au lieu de l'aider, il le pousse ou il lui met un coup de baïonnette, voyez? Donc, à un moment donné, voilà le double jeu. Donc, le jeu de duplicité de mes très chers maris est valide. À nouveau, toutes les décisions, les volumes de production des champs de blé, des usines d'armement et des fabriques de brosses à dents sont décidées à Moscou et planifiées à 5 ans. À nouveau, l'individu doit disparaître dans la masse. Ah ben ça sert, hein. On sait pas où il est, il a disparu. Il y a vachement de monde, on sait plus où donner de la tête. Eh ben ouais. La singularité touchante et joyeuse des gens ordinaires irrite le pouvoir, qui décide. Alors le pouvoir, parce que bon, c'est plus vraiment la Russie qui est maître de son pays, voyez. Et ensuite de ça, vous noterez quand même que le directeur, il se trouve dans un putain d'atelier, et pas on sait pas où, dans un putain de bureau, qui est difficilement trouvable, ou dont l'accès est limité, et que tout le monde est en réalité à l'aise à aller voir le directeur parce qu'il sait faire, et il s'active avec tout le monde. Au lieu de faire semblant, de faire des allers-retours en expliquant qu'il avait des rendez-vous, voyez? Voilà, commence à bien faire ça aussi. D'interdire le film. On ne voit pas assez le parti. On ne voit pas assez le parti, et ça veut dire qu'on voit qui? On voit la société. On voit finalement une société qui se prend en main, elle-même, qui prend son destin, qui est solidaire, qui agit dans une même direction, mais qui n'est pas encadré, contrôlé, dirigé par le parti. Et ça, c'est perçu en 45 en tous les cas. Peut-être qu'en 43, ça aurait pu passer. Mais en 45, c'est perçu comme quelque chose de totalement impossible. C'est contraire aux injonctions idéologiques. C'est ça le problème, c'est que ça ne répond pas aux attentes idéologiques. Et on considère donc que c'est un reproche suffisant pour non seulement demander à ce que le film soit repris, mais c'est un des reproches majeurs qui va conduire à l'interdiction complète du film. Parce qu'en réalité, voilà, parce que le film montre quand même, fait un état des lieux de la réalité effectivement russe, que ça n'a pas intéressé le pouvoir étranger que une réalité du pays qu'on a servi soit effectivement montrée, et que moi j'avais conseillé aussi au gouvernement de se retirer et de effectivement parce que pour montrer qu'il n'assumait pas ce qui était fait sur certains points de direction du pays, et que entre guillemets c'était une preuve aussi que on ne soutenait pas, hein, au niveau même du parti. Et on ne voulait pas que soit instrumentalisée cette idée de communisme et au détriment de la cause initiale, donc c'est-à-dire de ne pas que le collectif soit seulement là pour enrichir quelques-uns, mais que ce soit quelques-uns aussi qui participent à enrichir tout le monde de manière collective, comme je le fais depuis que je suis née. Et comme tous les rois vrais savent le faire,
Parce que pour gouverner un pays, il faut être soutenu par des gens du peuple. Et qu'est-ce qu'il faut pour être soutenu par des gens du peuple? Donner à manger! Voilà! Si vous voulez un chef d'un clan, si vous donnez jamais rien à bouffer aux membres de votre clan, vous allez être destitués! Voilà. Alors comme ça, jouez tout le temps l'effet de trahison, parce que au fil du temps, l'histoire s'est construite, que les rois ont enrichi beaucoup de monde, qui se sont plus occupés de certains, et que certains ont fait leur richesse, et que finalement ça les faisait chier que certains réussissent toujours, et que finalement que ça enrichisse d'autres personnes, et que finalement que l'autre ait enrichi l'autre personne, qu'on voulait pas qu'il enrichisse, ça nous fait chier, et qu'on s'est senti vexé et trahi, que donc on va devenir son ennemi. Hein? Voilà! La société n'est pas censée se mêler de politique. Le politique est confié à ceux qui le gèrent et à ceux qui le contrôlent, c'est le parti. Et c'est le parti qui doit diriger le pays. Donc ça, c'est ce que n'a pas voulu faire Staline. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Et c'est ce que les putains de sans-famille et autres membres au gouvernement des différents pays qu'ils avaient gagnés ou volé ou acheté les droits voulaient imposer. Donc je ne suis pas contre le capitalisme, qui est un enrichissement individuel des personnes, j'en ai rien à foutre. Par contre, pas au détriment du collectif. Est-ce que c'est clair? D'où l'idée du socialisme, on va dire entre guillemets démocrate, de Hitler, que lui apparemment il cueillait plus les fleurs qu'autre chose. D'accord? Lui c'était la partie ésotérique, certes peut-être, qui l'intéressait, mais pas des moindres. Donc, y a rien qui change, hein? Voilà, que vous défendiez, excusez-moi, un ordre démocrate, socialiste, républicain, ça n'a plus rien à foutre que ça soit de la droite ou de la gauche, puisque la gauche ça fait un travail de merde, hein? Voilà, pire que la droite. Donc je m'en bats les couilles maintenant de vos noms, la gauche et la droite est passée, donc appelez-vous comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. La liberté d'entreprendre, c'est un droit inaliénable qui ne sera pas changé. Et on a le droit de s'enrichir, mais pas au détriment des autres. Surtout quand ce sont des gens sur lesquels on peut s'appuyer et qui participent à qu'on s'enrichisse. Et là, je parle aux patrons et aux bras qui servent leur enrichissement et qui leur chient dessus une fois rentrés à la maison. Parce que sans ces ouvriers, ils auraient pas de maison. C'est moi qui vous le dis. Donc à part voir qu'il a reçu son droit et qu'il peut à peu près gérer une société, parce qu'il y en a, c'est même pas le cas. Il y en a, ils sont chefs de société, chefs d'entreprise, actionnaires ou je ne sais pas quoi, c'est des bordelleux ambulants pour tout le monde. Donc, je veux qu'on soit honnête, clair, et qu'on ait une vraie légitimité à être chef d'entreprise. Est-ce que c'est clair? Donc une légitimité, ça se gagne par la satisfaction déjà de ses employés dans sa manière d'être traité au travail et aussi ses droits qui sont respectés. Et qu'on respecte leurs droits, notamment, à s'enrichir eux aussi. D'accord?
et que s'ils ont envie de se casser pour aller voir ailleurs s'ils y sont, ils en ont le droit. Donc vous allez trouver des solutions comme se doit un chef d'entreprise que quand il rencontre une difficulté, il cherche la solution. Et qu'il n'est pas à payer des gens pour faire le boulot à sa place. Est-ce que c'est clair? Parce que sinon, il a rien à foutre dans la direction d'une entreprise, en fait. Putain, mais c'est compliqué. Et j'en ai rien à foutre. Les parties de jambes en l'air, elles ne sont plus liées à des échanges de rôles, de statuts, d'emplois. J'en ai plus rien à foutre. Donc prenez votre pipe et ne donnez rien, j'en ai plus rien à foutre. Tu dois obéir et suivre. Вот через полчаса поднимется наш самолет. Пойдет туда, на фронт. А когда войдет в бой, мы почувствуем, и это будет наш праздник. А пока даем отпуск на сутки, идите, спите за 2 месяца. Завтра найдется работа еще трудней. Спасибо. Спасибо. Рахман. Спасибо. Спасибо. Le titre est absolument magnifique. Hein. Alors, des gens ordinaires, ou on pourrait dire aussi des gens simples, mais en français, ça a un autre sens. Donc, c'est pour ça qu'on s'en tient à des gens ordinaires. Mais en fait, c'est ça. En russe, c'est des gens simples. Et ces gens ordinaires, c'est grâce à eux, grâce à leur courage, grâce à leur enthousiasme, grâce à leur résilience, grâce à leur solidarité, que la victoire est atteinte. Ce qui est, en 1945, va complètement à l'encontre du discours officiel. Parce que là, à ce moment-là, c'est bien aussi ce moment-là où Staline aussi s'attribue tous les mérites de la victoire. La dernière bataille se déroule à Berlin en avril 1945. L'armée rouge a libéré la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie. La disproportion des forces en présence est éclatante. Les soviétiques alignent 2 500 000 hommes, 6 250 chars, 41 000 canons, face à 1 million de soldats allemands, 1 500 chars et 9 300 canons. Le Troisième Reich s'effondre. Les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni vont se partager le monde. Bon, voilà, donc ça c'est obsolète, hein, voilà, on ne se partage pas le monde, c'est-à-dire on fait des, comment on appelle ça, on fait bon, certes, de la diplomatie, 2, pas en vue de s'octroyer les richesses de tel ou tel pays pour rester puissant, hein, alors que tout ce qui a été transactionné, contractualisé, soit payé dans les règles, comme d'habitude, d'accord, hein, vous le faites bien pour tout le monde, donc vous allez le faire pour ma femme. Et pour le reste de son équipe, bien sûr. Et vous allez respecter, donc, de fait, les droits inaliénables qui ont été expressément portés avec beaucoup de vérité, de sincérité et de bienveillance de la part de ma femme. Pour le bien de cette planète et des humains qui, malheureusement,
pour beaucoup, ont fait le choix, souvent, de lui faire du mal. Ou de ne pas lui faire confiance. Et j'en suis désolée pour vous. Donc, que les pays pas libres soient libres. Et leur population avec. À la fin de la guerre pour Staline et pour les autres dirigeants de l'Union soviétique, la guerre avait été clairement un test pour le système communiste. Si l'Union soviétique avait été vaincue en 1941-1942, le communisme aurait été réduit à néant. Mais elle a remporté la victoire en 1945. Une victoire totale. Et je pense que pour Staline, cette victoire a démontré la supériorité du système communiste. C'était la preuve qu'un État prolétarien pouvait vaincre un État capitaliste. Voilà. Donc, on ne parle plus, on va sortir de ces paradigmes-là, hein, définitivement, du prolétaire, parce que bon, il y en a plus vraiment beaucoup, hein, on a évolué, il s'est passé 70 ans, donc, à un moment donné, voilà, on a Internet, on a, je sais pas quoi comme système de plein de trucs, hein, on le sait, tout le monde gna gna gna, donc non, voilà. L'histoire des ouvriers, des chefs d'entreprise, je veux plus en entendre parler. D'ailleurs, Maud, elle a toujours détesté et a toujours su faire la nuance, excusez-moi, entre le bien des ouvriers et le bien des chefs d'entreprise ou des patrons ou du putain de patronat en général, d'accord? Donc, elle sait très bien que les patrons, c'est compliqué d'être patron, que gérer des groupes, des entreprises, c'est chiant, mais qu'il faut que le patron soit sincère envers ses salariés et les respecte. Oh! De base, c'est la base. Et d'ailleurs, quand les premières entreprises réellement se sont créées, notamment au XVIe et au XVIIe siècle, puisque ça a commencé à s'organiser, les premières entreprises, sous forme de coopératives, et ça, je suis désolée, pardon, hein. Moi, Maud, je le sais tout ça. Tout ce que je vous raconte, je le sais. Hein, j'ai étudié au lycée, j'ai fait un petit peu de fac, d'accord? Donc, ces choses-là, je les ai apprises, on me les a enseignées. D'accord? De fait, se sont organisés sous forme de coopérative, dans le bien d'un savoir-faire, mais qu'à un moment donné, ils avaient aussi besoin de chercher des investisseurs, de manière aussi à ce que le travail soit plus régulier, et que forcément il y a un enrichissement de manière à ce que ce soit bénéfique aussi peut-être pour le village, hein, dans un premier instant, c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'il y ait une... Voilà, ça a commencé comme ça, faut le dire, hein. Les gens, ils se disaient, tiens, j'ai peut-être le moyen d'arranger la vie des gens de mon village que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends bien, et donc je voudrais qu'ils aient un lavoir peut-être plus proche, qu'ils soient plus obligés d'aller à la rivière. Je voudrais qu'il y ait une fontaine, parce que c'est beau qu'il y ait une fontaine dans le village. On peut se rafraîchir. On pourrait mettre peut-être aussi financer peut-être le projet de quelqu'un qui a envie d'ouvrir un café, mais qui a jamais les moyens, mais que lui, ça lui plairait de servir le café aux gens, voyez? Ou alors, peut-être, une dame, tiens, qu'est-ce qui te plairait, toi? Ah, ben moi, j'aimerais bien ouvrir un magasin pour vendre des objets, n'importe quoi, des objets que les gens ne savent pas quoi faire quand les personnes décèdent, ou gna gna gna. Ça a commencé comme ça! Le monde, il s'est créé avec de la bienveillance! Donc, habituez-vous à la putain de bienveillance et à l'harmonie, parce que les gens qui n'y arrivent pas à s'y habituer, ils ne feront pas partie de ce monde. Est-ce que c'est clair? Alors je dis pas qu'on n'a pas le droit un peu de rigoler, de se foutre de la gueule des gens, ça a jamais été interdit, on s'est toujours foutu de la gueule les uns des autres dans notre famille, y a pas un problème. Tant qu'il n'y a pas de malveillance. Et Maud, en dernière instance, ça a été toujours la première à se foutre de sa gueule, à elle, en premier. Et les gens, ils trouvaient ça con et ridicule. Hein? Ben non, c'est juste qu'elle se fout de la gueule des autres, mais elle sait aussi se foutre de la gueule de la sienne. Voyez?
Donc en dernière instance, elle a toujours demandé des choses qu'elle était elle capable de faire et qu'en dernière instance, si elle en était capable, elle en voulait pas aux autres s'ils y arrivaient pas, mais à condition qu'on la fasse pas chier ou qu'on la trahisse pas ou qu'on mette à mal ce pourquoi elle œuvrait, voyez, ce qui est quand même normal. Staline est le gagnant de la Grande Guerre patriotique. L'URSS étend son emprise aux pays de l'Europe de l'Est, le régime est renforcé, centré à l'extrême sur la personne du dictateur. La victoire est massive. Les chiffres sont effarants. L'unité de compte est le million. Millions de tonnes d'armes produites. Millions de kilomètres carrés gagnés. Millions de morts. Oh bah oui, je crois que j'y étais là, en femme... Pas majorette d'ailleurs, vous avez remarqué? C'est les bras, nous. Voilà, les femmes, elles ont les bras en Russie. Vous voyez, c'est ça qu'on avait voulu montrer. On est des bras, mais comme les hommes. Voilà. La Seconde Guerre mondiale a été extrêmement coûteuse sur le plan humain. 26-27 millions de morts, à peu près un habitant sur 8 de la population d'avant-guerre. On a des chiffres assez précis, il y a plus de 10 millions de morts parmi les militaires, sur les 34 millions de mobilisés. On a également 11 millions de pertes civiles directes et 5 millions de pertes civiles indirectes, c'est-à-dire soit... Donc, voilà, 10 millions, plus 11 millions, plus que 5 millions qui sont morts de faim, hein, en réalité, hein, c'est-à-dire pas directement tués comme ça, c'était mort indirectement de faim, voilà, c'est indirect, d'accord? Donc 25 millions 26 millions 10, 11 et 5. Donc merde les juifs avec vos 6 millions! Et 34 millions de mobilisés. Peut-être. Mais vous imaginez 25 millions sur 34 millions? Alors? 26 millions! Bah, il reste 8 millions. Hein? Il reste 8 millions! Soit par surmortalité à l'arrière, soit par... C'est pas une surmortalité, la côte Taras! C'est assimilable à un putain de génocide. Alors voilà! Qu'est-ce qu'on définit comme terme, la con de Voraz, quand on est dans une situation pareille? On a imaginé un putain de conflit qui ne s'est pas réellement complètement passé de manière directe, hein? On le voit, puisqu'il y a eu un putain de blocus et que le front n'était pas vraiment complètement investi, puisque l'idée c'était de ne pas faire couler le sang et d'aller guerroyer en direct. Donc, pourquoi on parle pas de génocide, s'il vous plaît, puisque quand c'est génocide, c'est quand ça dépasse au moins 1 million, il me semble, de personnes. 26 millions! Et en Algérie, on explique qu'on n'a pas pu calculer à cause du manque d'organisation de l'identité, alors que la France, elle avait recensé tout le monde à leur arrivée quand ils ont colonisé. C'est la première chose qu'ils ont demandé. Ils ont demandé des noms. Alors, il a été avéré par le CNRS qu'il y a bien eu génocide et qu'à partir du moment où on n'arrive pas à compter, ça devient très suspicieux. Donc merde, les Arméniens, merde, les Juifs, arrêtez de vous victimiser et faire de la merde pour certains. 7 millions, mais le chiffre
directe est plutôt de 21 millions, 10 de militaires, 11 millions de civils. On explique. Donc le militaire, ça allait bien, mais vous savez quoi, l'astuce qui avait été trouvée, et c'est pour ça qu'en plus on utilise la putain, et ça on l'a vu hier, hein, c'était mobiliser des civils comme l'armée et d'être considérés comme des militaires même si c'est au travail. Donc ils n'étaient pas sur un terrain à guerroyer avec des chars et des fusils, d'accord? Ils sont morts de famine, tous pratiquement. Est-ce que vous m'entendez? Tous, ils sont morts de famine. Donc, à cause de ce putain de blocus et de dette organisée, on a un génocide de 26 millions parce que même les morts indirectes doivent être comptabilisés, la con de vos races. Pas le courage. Celui du peuple soviétique a été immense. Mais la victoire ne lui appartient pas. En 1945... Ah ben ça c'était pour les apparences, mesdames, messieurs. Hein? Pour la propagande étrangère. Continue de vivre dans des conditions inhumaines. Continue de travailler sous la contrainte d'un régime sans pitié pour son peuple. Ah ben c'est-à-dire que ce qui était incroyable hein, avec les Danois, Allemands, j'en ai plus rien à foutre, c'était qu'ils disent vous êtes notre peuple. Donc moi j'étais là, je dis donc on est votre peuple, mais vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits de notre peuple parce que vous n'êtes pas de notre race. Voilà. Donc vous êtes de nous, mais vous n'êtes pas comme nous, voyez? C'est ça l'astuce de merde auquel on a eu droit. Donc quand il dit pour son peuple, c'est juste, sauf que c'est l'allemand, danois ou je ne sais quoi aux caisses dégueulasses à qui on a eu affaire. Il y a eu le traumatisme de la révolution de 1905, qui a été un vrai choc pour la Russie. Il y a le traumatisme de la Première Guerre mondiale, puis celui de la guerre civile qui à bien des égards a été pire que la Première Guerre mondiale. Voilà, la guerre civile, il parle de la révolution bolchevique, hein. Il y a une première famine, suivie d'une autre en 1932, conséquence de l'industrialisation, des politiques agricoles et de la modernisation totale imposée par Staline. Donc en réalité, ça, c'était pas Staline, c'était Rastapopoulos, qui a mis une politique de torture et de tortionnaire envers le peuple juif. On sait même pas d'où il vient, avec ses putains de rasta, avec ses putains de rouflaquettes qu'il avait celui-là. Sûrement un juif extrémiste d'ailleurs. Je me le suis demandé quand je l'avais vu une fois. J'ai dit mais putain, celui-là il est pas russe? La contre sa race. Alors qu'il soit devenu notre putain d'abbé Pierre ou j'en ne sais quoi d'autre, j'en ai rien à foutre. Il va être tendu. Le sang coule de nouveau, avec la grande terreur. Alors, plus on accorde de poids au traumatisme d'avant-guerre, plus on relativise ceux de la Seconde Guerre mondiale. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Bien sûr, la situation était dramatique en 1945, mais elle l'était en raison de cette suite continue de chocs. Et j'ai appris comment s'effondrent les visages, comment, sous les paupières, émerge l'angoisse, comment des pages d'écriture au poinçon font ressortir sur les joues la douleur. Ouais, les joues elles sont pleines, et il sourit, ça c'est moi juste qui suis stressée. Ressemble soudain à du métal blanc. Comment le rire se fane sur les lèvres soumises. Allez, ils étaient pas encore tout amaigris comme le régime qu'ils avaient fait les nazis dans les camps, hein, vous avez remarqué, pour les PD? Alors? J'en ai ras-le-bol. Alors pour le coup, on va quand même vérifier ensemble sur Wikipédia
le nombre de Slaves aussi qui sont décédés, hein, avant la volte-face de Staline, que j'avais, je crois, encore dit, on s'en bat les couilles, hein, qu'il avait au moins eu mon accord pour le faire, parce que sinon il n'aurait pas assumé, je vous le dis, hein, voilà. Donc c'est quand même grave que moi, on me laisse aux orties, hein, alors que je suis au centre du problème. Et merde, putain, comme ta race. Wikipédia, allez hop. Alors. Tiens. Et merde. Ah oui, bah il y avait Zelensky, mais transformé le nom. Hein. Donc tu remets en place le mec qui a participé à décimer, à faire un génocide de Slaves en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais juste avec une autre gueule et un nom transformé, tu vois, à un moment donné ça pose problème. Bon allez, hop. Comment j'avais trouvé, putain. Alors. Ah voilà. Et voilà, donc c'était ça en lien. En fait, après donc la révolution de février, hein, donc voilà, qui met à la fin à l'Empire russe en 1917. L'Ukraine est brièvement indépendante jusqu'en 1920, mais la Rada ne parvient pas à contrôler efficacement le territoire, parce qu'en réalité, ils avaient demandé l'Ukraine pour avoir droit à leur indépendance de l'Empire russe tsariste, l'aide de l'étranger, comme effectivement les Américains l'ont fait avec l'aide des Français pour trouver une indépendance de l'Angleterre qui ne s'était pas réglée avant moi, malheureusement, puisque j'étais là lors du traité de je sais plus quoi, hein, plusieurs peut-être encore. Donc la Rada, qui était, excusez-moi, une milice, hein, en réalité, hein, voilà, et qui se voulait en réalité presque indépendante et autonome, qui fait que aussi les Allemands, ils en avaient un peu rien à foutre et qu'ils voulaient s'en débarrasser et qu'ils aillent voir ailleurs s'ils y étaient, voilà, envahis d'abord par les Allemands, puis à leur retrait devenu camp de bataille entre le parti bolchevique, les Russes blancs et les forces de la Triple Entente. Donc, hein? La Triple Entente, elle y était déjà, d'accord? Voilà, déjà sur le plan front russe, il sort de se positionner aussi, d'organiser... Attendez, tiens, on va voir les pays. Non, mais on va vérifier, il n'y a pas un problème. On va juste voir Rada, voilà, comme ça, hop. Corps représentatif constitué en 1917 à Kiev pour gouverner la République populaire ukrainienne.
qui mène d'abord une politique autonome par rapport à la Russie avant de devenir un État entièrement indépendant. Cet aboutissement a été le résultat d'un processus progressif, pas du tout, partant d'une représentation des seuls Ukrainiens, c'était faux, pour incorporer les autres ethnies et groupes nationaux. Donc, c'était pas des Ukrainiens qui voulaient incorporer les ethnies ukrainiennes, voilà, et groupes nationaux, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait partie de l'Ukraine, il parle pas des ethnies, hein, voilà. Donc à un moment donné, quelqu'un qui parle d'ethnie, excusez-moi, c'est un putain d'étranger qui va investir un pays étranger, d'accord ? Voilà. Donc, les Russes blancs, allez, on va aller voir. Le nom de Russe blanc désigne la partie de la population russe n'ayant pas accepté la révolution russe. Bon voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas bolcheviques. Hein, ils sont pas rouges, ils sont blancs. Hop, on part, on se casse et on va voir la triple entente. Donc avant et au cours de la Première Guerre mondiale, la triple entente est l'alliance militaire de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe. Ces alliés s'opposent lors de ce conflit à ceux de la Triplice, ou triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. Donc, on a eu un Hitler, un Mussolini en Italie, et en Autriche-Hongrie, on l'a pas connu, mais peut-être que c'était... Alors, la constitution politique de l'Autriche-Hongrie fait suite à l'exclusion des empereurs d'Autriche de leur zone d'influence traditionnelle, l'Italie et l'Allemagne. Le projet de François-Joseph Ier consiste alors à conforter son assise en associant les élites hongroises au pouvoir. Alors que je crois que nous préférions, nous, les Autrichiens, voyez. Ce compromis est accepté par la noblesse hongroise, n'est-ce pas, puisque ça l'était, c'était à leur faveur, car il pérennise la plupart de ces privilèges féodaux institués par la bulle d'or du roi André II en 1222. Donc, on a mis en place un système au XXe siècle, d'un système qui date du XIIIe siècle. Voilà. Donc, en 1867, François-Joseph, déjà empereur d'Autriche, est couronné roi de Hongrie à Budapest, parce que l'Autriche, ça lui suffisait pas. Autocrate, conservateur. Donc, alors vraiment, tu associes autocrate et conservateur, tu sais, il faut vraiment se soucier de ce qu'il a envie de conserver. Parce que conservateur, ça veut pas forcément dire que du mauvais, ça veut juste dire, putain, qu'est-ce qu'il conserve ? Voilà, parce que le problème, c'est que les anciennes manières, il y en avait des bonnes et il y en avait des moins bonnes, hein, voilà. Donc, mais pragmatique, hein, donc c'est-à-dire lié à la réalité sociale, hein, du XXe siècle, peut-être, potentiellement. Il s'appuie sur les facteurs de cohésion que sont la monarchie et sa bureaucratie, l'église catholique, l'aristocratie et l'armée. Donc monsieur remet quand même en place dans cette putain de triplice, hein, l'église catholique et aristocratique, et peut-être que c'était pas ce que voulait, hein, l'Allemagne, au passage, parce que peut-être qu'il voulait que son armée aussi, l'Allemagne et l'Italie, mais que non, il a dit à vous voulez l'armée, eh ben non, vous allez vous carrer l'église et vous allez vous carrer l'aristocratie, parce que peut-être qu'à un moment donné, il faut les sauver aussi. Son petit-neveu lui succède en 1916 sous les noms de Charles Ier d'Autriche et Charles IV de Hongrie, l'Empire habsbourgeois. Alors là, on est vraiment, c'est pas les Habsbourg, hein, parce que la famille est là, lignée Habsbourg, on la connaît, pour ceux qui ont fait de l'histoire. Mais alors là, on a bourgeois. Donc c'est-à-dire, on est même plus on est dans la lignée d'un empire bourgeois soutenu par la lignée des Habsbourg de Hongrie, voyez? Donc quel était l'objectif de ce très cher François-Joseph Ier, qui est peut-être mon grand-père Scorsone, j'en ai rien à foutre. Donc, qui a été Mitterrand ou pas, je m'en bats les couilles. Donc,
l'Empire habsbourgeois devient ainsi une double monarchie, tu vois. Elle te la met en double, ta race. Expression typiquement utilisée pour l'Autriche-Hongrie parce que ils voulaient pas devenir ni autrichiens ni hongrois. Donc, l'aigle à deux têtes, symbole bien antérieur à la Constitution et qui appartient à la lignée de Philippe, lui convient parfaitement. Sauf que, ça lui convient peut-être, mais enfin, il était pas d'accord, Philippe, puisqu'il était plus du côté russe, voyez? Voilà. Donc ça, on va peut-être l'en dédouaner aussi. Les adjectifs officiels étaient les suivants. Impérial et royal. Ouh, K et K. Intéressant. Kaiserlich et Königlich. Pour les services communs. Armée, finance, diplomatie. Alors, y a pas politique? Pour les services communs, impérial et royal, y a pas politique. Y a armée, finance et diplomatie. Oh, ça veut dire qu'il y a une diplomatie de seconde main en dehors de la politique. Vous vous foutez de ma gueule? La CUC, marine, oh, et la marine de guerre et la CUC armée, la composante commune des forces terrestres. Donc, on fait carrément un double système étatique au sein d'un même pays. Alors on va taper CUC marine. Voilà. Marine de guerre, impériale et royale. Eh ben ta race. Eh, quand t'avais affaire à eux, je te le dis, t'étais dans la merde. CUC armée. L'armée commune. Oh, c'est le droit qu'ils avaient octroyé aux Autrichiens de participer militairement à une vie politique parce qu'ils étaient plus riches, ces cons-là. Voyez? L'Empire habsbourgeois était plus riche que l'Empire austro-hongrois et que les Autrichiens ils se sont retrouvés en sandwich et carrément presque pris en otage par la famille habsbourgeois hongroise. Donc je sais pas si je vais pas génocider les Hongrois parce que je crois qu'ils étaient tous dégueulasses ceux-là. Je vous le dis. Voilà. Je crois que les Hongrois ils sont tous pourris. C'est à l'époque ce que je m'étais dit, voyez. Voilà. Ce compromis politique avec la noblesse hongroise lèse les intérêts des autres peuples de la double monarchie, hein, ce qui veut rien dire. Slaves, tchèques, slovaques, polonais, ukrainiens, slovènes, croates, serbes et italiens, roumains. Lors de la défaite à l'issue de la Première Guerre mondiale et au nom, et c'est ça en plus, ils ont pris en otage, en nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les assemblées représentatives de ces peuples, constituées en décembre 1918, proclament ainsi d'ailleurs que le Conseil national des Hongrois, leur séparation de la double monarchie, ça ne veut rien dire et ce sont des assemblées représentatives volées. Voilà, vous allez vous faire enculer maintenant. Et alors là, on annule le statut des États-nations, hein, et on va en trouver un autre, parce que moi, je veux qu'on appelle l'Empire balkanique. Voilà. Allez, dormir maintenant. Donc, alors qu'il est toujours à Moscou, Mikhail Ceausescu, et pas Urchevski, c'est Mikhail Ceausescu, est élu président de la Rada centrale parce qu'il n'était pas content de la manière dont il s'était fait le groupe laminé par
le groupe de ma femme qui avait fait en sorte que ce soit les Ukrainiens qui prennent vraiment leur liberté et leur indépendance comme l'avait promis l'Empire russe et pas pris aux mains d'une milice hors sujet, hongroise, allemande et danoise nommée la Rada, radin comme des radasses. Voilà! Donc, normalement, la Galicie, comme l'aime le putain de cidre de Galice ma femme, c'est en Espagne. Donc, vous allez laisser tomber l'Espagne et le Portugal et les laisser tranquilles aussi. Balkan. Balte, j'en ai rien à foutre. Voilà, on trace, on bat les couilles. La Suède qui est toujours au milieu. Ah, elle cache bien son jeu, la Suède, je te le dis. Hein. Putain. Et les mecs, il n'y a plus un mec qui baise une Suédoise. Hein. C'est terminé, hein. C'est fini. Hein. Putain. C'est bon, quoi. Oh. Ah bah les Suédois ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est des Suédois, j'en ai rien à foutre. S'ils veulent baiser les Suédoises, j'en ai rien à foutre. Alors, ouais, la Finlande, elle va arrêter de s'inclure dans les pays baltes. Voilà. Oh, madame la Finlande, là, qui casse les couilles. Ah non, je veux pas être de l'Europe. Ah non, je veux pas être de la Russie. T'es pas balte non plus. C'est clair? Fait chier, non? Elle a choisi la Suède, eh ben, elle se démerde. Rien à foutre. Voilà, faites vos choix. Non? Et assumez. Oh. Donc, le 23... C'est pas compliqué, hein? Tout le monde a fait chier avec les postes de ma femme, encore une fois. De moi, sa femme. Hein? Vous savez faire la différence quand il s'agit de vous. Alors pourquoi pas de moi? Donc... Voilà, elle est allée sur Wikipédia, elle a cliqué sur les liens et elle a fait des screenshots. Alors toutes les connes hein, qui nous expliquent qu'elle peut pas avoir les idées, les liens, les si, alors qu'elle a fait quand même ses études, qu'elle a eu son bac, qu'elle est passionnée d'histoire en général, qu'elle s'intéresse aux gens, qu'elle a parcouru la terre pendant toutes ces décennies au lieu de rester à la maison à élever des gosses et qu'en plus de ça, elle a fait une année de fac d'histoire et de fac de droit. Hein, et qu'en histoire du droit, elle a eu 15, ma femme, d'accord? 15! Donc, le 23 août 1939, l'URSS signe avec le Troisième Reich
Le pacte germano-soviétique dont les protocoles secrets délimitent les zones d'influence des deux puissances. Lorsque l'Allemagne d'Asie envahit la Pologne, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale, l'URSS envahit le reste de la Pologne et les États baltes. Plusieurs déportations sont organisées. D'accord? Il n'y a pas eu qu'en France ou en Italie. Non! Plusieurs déportations sont organisées par le pouvoir soviétique entre 1940 et 1949. Selon la 1949! 9! Parce que personne s'inquiétait de ce qui se passait chez les Balkans pendant que ça faisait du remue-ménage en France avec les Américains. Selon l'association mémoriale dans les pays balkaniques, le nombre total des personnes victimes de la première déportation entre 1940, de la première déportation entre 1940 et 1941 est compris entre 200 000 et 300 000 et de 95 000 pour la seconde déportation. Ce qui est faux puisqu'ils ont changé les chiffres entre-temps. Elle a la photo, ma femme. Donc, dans les 3 occupations successives, ça c'est une partie des militants devenus communistes, NKVD, vous en foutrez, des koulaks, des goulags, donc attendez, hop. Ce qu'on va faire... Parce que là, ça me fait moyennement rire, par contre. Alors, génocide. Tiens, on va taper Pologne, on va voir ce qui sort. Allez. Oh. Alors, génocide, Ukraine. Elle avait screené, hein. Ouais, elle avait entouré, elle avait ci, elle avait là. Voilà, on retrouve pas. Donc, il y a encore de la censure sur Wikipédia, et que de fait, c'est pas que Wikipédia raconte n'importe quoi, c'est qu'on met la pression au système d'information libre, et qu'on en change les articles. Comme ça peut être le cas pour tout un tas de livres d'histoire. D'accord? Quand les intérêts de celui qui l'écrit, et c'est la conclusion, est mise à mal dans la réalité de l'épisode historique qui a été réellement vécu. Voilà. Et donc là, nous avons énormément de témoins invisibles, messieurs et mesdames les historiens, ou gens qui savent bien écrire le français parce qu'ils ont fait une petite fac de lettres. Vous allez prendre cher. Parce que changer les modalités historiques pour se sauver de tricherie et continuer en plus à faire de la triche et à pas assumer ses méfaits en plus, hein, il y a un grand problème. Voilà. Il y a un très grand problème. Et on en a marre des grands problèmes.